Dans les entrailles de la terre, une mine de charbon abandonnée devient une tombe de silence et d'obscurité. Pour Hélène, une architecte de renom piégée par un effondrement, le béton brutaliste qu'elle chérit tant devient sa seule inspiration. Privée de lumière, elle doit lire la structure non pas avec ses yeux, mais avec ses mains et son oui, en sentant les courants d'air comme des murmures la guidant vers la sortie. C'est l'histoire d'une femme qui doit devenir une partie du bâtiment pour survivre. Si vous aimez les récits de survie où l'intelligence est la seule arme, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Hélène Vasseur entretenait une relation intime, presque charnelle, avec le béton. Pas le béton lisse, impersonnel et poli des halls d'entreprises modernes qu'elle jugeait malhonnêtes, mais le béton brut, le béton de décoffrage, celui du brutalisme. Elle aimait sa texture granuleuse sous ses doigts, sa masse imposante qui semblait défier la gravité et le temps, sa manière de jouer avec l'ombre et la lumière pour créer des forteresses de contemplation, des sanctuaires de silence au cœur du chaos urbain. Ses créations, des musées aux bibliothèques universitaires, étaient des monolithes de béton qui semblaient l'avoir poussé hors de la terre, des structures qui forçaient le respect et l'introspection. Elle croyait que l'architecture n'était pas seulement une question de forme ou d'esthétique, mais de poids, de charge, de la manière dont une structure dialogue avec la terre qui la supporte. C'est cette obsession pour les espaces négatifs, les structures souterraines et l'architecture involontaire, celle qui naît de la pure nécessité fonctionnelle qui l'avait amenée ici, dans le ventre froid et humide de la Fosse-Neuf, une mine de charbon colossale abandonnée depuis plus de 50 ans dans le nord de la France. Engagée par un consortium régional pour évaluer la possibilité de transformer ce dédale industriel en un centre d'archives souterrain, un projet qui la passionnait au plus haut point, elle était dans son élément. Elle avait passé la matinée dans son appartement minimaliste, dont les murs étaient en béton brut, à étudier les anciens plans de la mine, des documents fragiles et jaunis qui sentaient la poussière et le temps. Elle était fascinée par la complexité du réseau, une ville inversée avec ses avenues, les galeries principales, ses rues, les galeries secondaires, et ses puits verticaux agissant comme des cages d'ascenseur vers un autre monde. Elle arriva sur le site en début d'après-midi, accompagnée de 2 jeunes ingénieurs en géotechnique, Marc et Simon, dont le rôle était d'évaluer la stabilité de la roche. Le spectacle qui s'offrit à elle la captiva. Les bâtiments de surface de la Fosse-Neuf étaient des chefs-d'œuvre involontaires de brutalisme industriel. Le grand chevalement, cette tour d'acier rouillé qui surplombait le puits principal, se dressait contre le ciel gris comme le squelette d'un titan. Les bâtiments des machines, les lavoirs à charbon, les bureaux administratifs, tous construits en béton armé, étaient maintenant des ruines majestueuses, leurs murs fissurés laissant entrevoir l'armature d'acier, la nature reprenant lentement ses droits. Elle passa 1 heure à l'extérieur, prenant des photos, faisant des croquis, sentant la texture des murs, s'imprégnant de l'âme du lieu. Puis vint la descente. Équipés de casques, de lampes frontales puissantes et de radios, ils descendirent dans l'obscurité par un escalier de service en colimaçon qui s'enfonçait le long du puits principal. L'air devint plus froid, plus humide, chargé d'une odeur de terre mouillée, de charbon et de métal rouillé. Hélène se sentait étrangement sereine. C'était un retour aux sources, au cœur de la matière. Ils atteignirent le premier niveau, à 100 mètres sous la surface. Les galeries étaient immenses, soutenues par des arches de béton et d'acier. Le silence était total, profond, un silence que l'on ne trouve qu'au cœur de la terre. Ils continuèrent leur descente, niveau après niveau, Hélène s'émerveillant de l'ingéniosité des mineurs. Elle observait les techniques de soutènement, la manière dont les piliers de charbon avaient été laissés en place pour supporter le poids de la montagne, la logique du réseau de galeries. C'était une cité souterraine, conçue pour l'extraction, mais qui possédait sa propre beauté sombre et fonctionnelle. Ils arrivèrent enfin au niveau le plus profond, à près de 300 mètres sous la surface, dans une section de la mine connue pour sa complexité labyrinthique. C'est ici qu'Hélène se sentit le plus à l'aise, au cœur de la structure, là où les contraintes physiques étaient les plus extrêmes. Elle expliquait aux jeunes ingénieurs comment la pression de la roche influençait la forme des tunnels, comment chaque poutre en bois ou en acier racontait une histoire de lutte contre la gravité. Elle était tellement absorbée par son analyse, par sa communion avec la structure, qu'elle ne sentit pas le premier signe avant-coureur, ce frémissement presque imperceptible dans la roche, le premier murmure de la montagne qui allait bientôt hurler. Il se trouvait dans une galerie secondaire, une veine plus étroite s'enfonçant dans une couche de charbon particulièrement riche. Hélène était en train d'examiner une série de soutènements en bois, d'énormes poutres de chêne noircies par le temps et l'humidité, admirant leur simplicité et leur efficacité. « Regardez la manière dont elles sont placées », expliquait-elle, son faisceau de lumière dansant sur le grain du bois. Elle ne lutte pas contre la pression, elle l'accompagne, la redirige. C'est un dialogue, pas un combat. C'est alors que la montagne, cette masse endormie depuis des décennies, décida de mettre fin à la conversation. Le premier son fut un gémissement sourd, une vibration de basse fréquence qui ne sembla pas venir d'une direction précise, mais de partout à la fois, une plainte venue des profondeurs de la terre qui fit vibrer le sol sous leurs pieds et résonna dans leur cage thoracique. Hélène se figea instantanément, son corps entier en alerte.
Ce n'était pas le son d'une structure qui s'installe. C'était le son d'une roche sous une contrainte intolérable. Puis vint un craquement sec, puissant, le bruit d'un os gigantesque qui se brise quelque part au-dessus d'eux et loin dans la galerie. Le sol sous leurs pieds se souleva violemment, les déséquilibrant. Les faisceaux des lampes frontales des deux ingénieurs dessinèrent des arcs de lumière paniqués dans l'obscurité, illuminant des nuages de poussière qui tombaient déjà du plafond, comme une neige sale. « Qu'est-ce que » commença Marc, sa voix tremblante, mais sa question fut noyée par un rugissement assourdissant, un bruit de fin du monde, le son de milliers de tonnes de roches se déchirant. Le plafond au-dessus d'eux explosa littéralement vers l'intérieur. Des tonnes de roches, de terre et de poutres de soutènement brisées se déversèrent dans le tunnel dans un fracas apocalyptique. Hélène n'eut que le temps de hurler à terre, et de se jeter, par pur instinct de survie, sous une énorme machine d'extraction rouillée, un monstre d'acier abandonné là des décennies plus tôt, une relique de l'ère industrielle. Elle se recroquevilla en position fétale, protégeant sa tête avec ses bras, alors que le monde se dissolvait dans un chaos de bruit, de vibrations et de poussière. Elle sentit l'impact de blocs de roches gros comme des voitures frappant la machine au-dessus d'elle, le métal se tordant et gémissant sous la pression incroyable, la protégeant comme une carapace providentielle. La pression de l'air la plaqua au sol, lui coupant le souffle, ses poumons semblant vouloir s'effondrer. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le vacarme cessa. Il ne s'estompa pas. Il s'arrêta net, remplacé par une obscurité et un silence si absolus qu'ils en étaient physiques, palpables. La poussière étouffante emplissait ses poumons, la faisant tousser violemment, chaque quinte de tout une lame de rasoir dans sa gorge. Sa lampe frontale avait été arrachée de son casque et brisée. Les voix des ingénieurs s'étaient tues. Le silence était total, un vide qui absorbait tout. Elle appela leur nom, Marc. Simon, sa voix rauque et faible se perdant dans le noir sans le moindre écho. Aucune réponse. Il n'y avait que le son de sa propre respiration sifflante, de son cœur battant à tout rompre contre ses côtes, et le léger crissement de la roche qui s'installait, un bruit de digestion macabre. Elle était seule, vivante, mais emmurée dans le noir, au plus profond de la terre, dans une tombe qu'elle était venue admirer. Les premières minutes, ou peut-être étaient-ce des heures, furent une descente vertigineuse dans la terreur primale, un combat contre son propre esprit. L'obscurité n'était pas simplement une absence de lumière. C'était une substance, une présence solide et veloutée qui pressait contre ses yeux, la rendant physiquement aveugle et désorientée. Le silence était tout aussi absolu, un vide auditif si profond qu'elle pouvait entendre le sifflement de son propre système nerveux et le bruit du sang qui pulsait dans ses tempes, des sons qu'elle n'avait jamais perçus auparavant. La panique monta en elle comme une marée noire, une vague glaciale qui menaçait de la submerger, de la paralyser, de la faire sombrer dans la folie. Son cœur battait la chamade, sa respiration était courte et rapide. Des images de sa propre mort, d'une lente agonie dans le froid et le noir, se projetaient dans son esprit. Elle se voyait suffocant lentement, son corps devenant une autre relique de cette mine oubliée. Elle se força à se concentrer, à puiser dans la discipline mentale qui avait fait d'elle une architecte de renom. Elle utilisa les techniques de respiration qu'elle avait apprises lors de ses cours de yoga. Inspirer par le nez, compter jusqu'à 4. Retenir. Expirer par la bouche, compter jusqu'à 6. Lentement. Elle devait reprendre le contrôle de son corps pour pouvoir reprendre le contrôle de son esprit. Elle était une architecte. Elle était une bâtisseuse. Elle transformait le chaos en ordre. Elle n'allait pas se laisser déconstruire par le noir et le silence. Lentement, la vague de panique reflua, laissant place à une clarté froide et déterminée. Elle fit un bilan rapide et méthodique de sa situation, comme elle l'aurait fait sur un chantier de construction. Elle était coincée sous la machine d'extraction, qui l'avait sauvée mais qui était maintenant sa cage. Elle sentait une douleur aiguë et lancinante à la cheville gauche, mais elle pouvait bouger ses orteils. Probablement une entorse sévère, pas une fracture. Elle n'avait pas d'eau, pas de nourriture, pas de trousse de secours, et surtout, pas de lumière. La survie, elle le savait, dépendrait de sa capacité à surmonter son handicap le plus fondamental, la perte de la vue. Elle devait réapprendre le monde. Elle devait apprendre à lire l'obscurité. Elle commença par le toucher. Lentement, prudemment, elle étendit ses mains, ses doigts devenant ses nouveaux yeux. Elle explora l'espace confiné sous la machine. Le sol était un chaos de roches brisées de toute taille, tranchantes et instables. Le métal de la machine était froid, humide et couvert d'une épaisse couche de poussière de charbon qui collait à sa peau. Elle se déplaça à 4 pattes, chaque mouvement une exploration prudente, jusqu'à ce qu'elle trouve une ouverture. Elle se glissa hors de son abri précaire et se retrouva dans un espace plus grand. La poussière en suspension était encore épaisse, rendant l'air presque irrespirable. Elle déchira un morceau de sa chemise et le noua sur son visage, un filtre improvisé. Puis, elle se concentra sur Louis. Elle s'immobilisa, retenant sa respiration,
tendant l'oreille pour percevoir le moindre son. Au début, il n'y avait rien. Puis, elle commença à entendre le goutte-à-goutte régulier de l'eau, quelque part sur sa droite, un métronome dans le silence. Le léger crissement des roches qui continuaient de s'installer après l'effondrement, des murmures inquiétants qui lui indiquaient les zones les plus instables. Et autre chose. Un son presque imperceptible, une vibration de très basse fréquence. Un courant d'air. C'était faible, presque inexistant, mais c'était là. Un souffle fantomatique qui caressait sa joue. L'air bougeait. Et si l'air bougeait, cela signifiait qu'il y avait une connexion, quelque part, avec un autre volume d'espace. C'était le premier indice, le premier fil d'Ariane dans son labyrinthe de ténèbres. Elle n'était pas dans un tombeau hermétiquement scellé. Elle était dans un réseau. Un réseau qu'elle devait maintenant cartographier sans jamais le voir. Son esprit d'architecte, habitué à visualiser des espaces tridimensionnels complexes, commença à travailler. Elle n'avait pas de papier, pas de crayon. Sa mémoire et ses sens seraient son seul plan. Elle se leva, chancelante, sa cheville protestant douloureusement, et se prépara à commencer la tâche la plus difficile de sa vie, construire une carte mentale de sa prison et y trouver une porte de sortie. Hélène savait que sa survie dépendait de sa capacité à comprendre la nouvelle structure de sa prison. Elle ne pouvait plus se fier au plan qu'elle avait étudié. L'effondrement avait redessiné la carte, créant de nouveaux passages et en scellant d'autres. Elle devait lire la mine non pas comme un plan, mais comme un bâtiment vivant et blessé. Elle commença à explorer, un pas prudent après l'autre, sa main constamment en contact avec le mur du tunnel. Le mur était sa ligne de vie, son seul point de référence constant dans l'obscurité. Ses doigts, débarrassés de leurs gants pour une sensibilité maximale, devinrent des capteurs d'une précision exquise. Elle pouvait sentir la différence entre la surface rugueuse et stratifiée du charbon, qui s'effritait légèrement sous la pression, et la texture plus lisse, plus froide et plus dure de la roche environnante. Elle pouvait détecter les fissures, les zones d'humidité, les changements de matériaux qui lui donnaient des indices sur la composition de la montagne et la direction des galeries. Mais sa véritable expertise, son talent unique, se révéla lorsqu'elle rencontra les éléments de soutien artificiels. Sa main se posa sur un poteau en bois, un bois de mine épais comme sa cuisse. Elle ne se contenta pas de le sentir. Elle le lut. Elle enroula ses bras autour, sentant son diamètre, sa texture. Elle frappa doucement dessus avec la paume de sa main, écoutant la résonance du son. Un son plein et mat signifiait que le bois était sain et sous compression, supportant activement une charge. C'était une zone sûre. Un son creux et vibrant, au contraire, indiquait une pourriture interne ou une absence de charge, un élément inutile et potentiellement dangereux. Plus loin, elle tomba sur une arche en acier, une de ces structures massives installées dans les galeries principales. Elle la parcourut de ses mains, sentant le froid du métal, la texture rugueuse des rivets qui la parcouraient comme des cicatrices. Elle posa son oreille contre la poutre et demanda à l'acier de lui raconter son histoire. Elle pouvait sentir les vibrations subtiles qui la parcouraient, un léger bourdonnement qui lui indiquait la quantité de contraintes que la structure subissait. C'était un langage qu'elle comprenait intimement, le langage des charges, de la tension et de la compression, le langage même de son article. Elle se souvint d'un de ses professeurs à l'université, un vieil ingénieur excentrique qui leur avait appris à écouter les bâtiments, à poser leurs mains sur le béton pour en sentir la vie. À l'époque, elle avait trouvé cela poétique, mais un peu fou. Aujourd'hui, cette leçon était devenue sa seule chance de survie. Elle commença à construire sa carte mentale. Elle avançait sur une dizaine de mètres, puis revenait à son point de départ, la machine d'extraction, pour mémoriser le chemin. Elle nommait les galeries en fonction de leurs caractéristiques tactiles ou auditives. Le tunnel qui goûte, la galerie des poutres saines, le carrefour du silence. Elle utilisait une technique simple mais efficace, laissant de petits tas de cailloux à chaque intersection pour pouvoir retrouver son chemin. Un caillou pour la première galerie, 2 pour la deuxième. Son exploration était lente et terrifiante. Plusieurs fois, elle sentit le sol devenir meuble sous ses pieds, ou entendit un craquement menaçant au-dessus de sa tête, la forçant à battre en retraite, le cœur battant. Elle était en train de transformer le chaos en ordre, l'obscurité en information. Elle n'explorait pas seulement un tunnel, elle analysait une structure. Elle était redevenue une architecte, et la mine effondrée était son projet le plus difficile et le plus vital. Chaque poutre saine était une promesse, chaque zone instable un avertissement. Elle apprenait le langage de sa prison pour pouvoir en déjouer les pièges. Alors qu'elle cartographiait la stabilité structurelle de son environnement immédiat, Hélène se concentrait de plus en plus sur cet indice subtil mais crucial qu'elle avait détecté dès le début, le mouvement de l'air. Dans le silence absolu de la mine, ses sens s'étaient aiguisés à un degré qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle pouvait maintenant sentir le moindre souffle sur sa peau, une caresse presque imperceptible qui lui disait que l'air, bien que stagnant, n'était pas complètement immobile. Elle comprit que la mine, même abandonnée et effondrée,
respirait encore. Le vaste réseau de tunnels, de puits et de galeries agissait comme un poumon géant, avec des différences de température et de pression créant des courants d'air microscopiques. Et ces courants d'air, elle le savait, suivaient inévitablement un chemin. Ils se dirigeaient vers une sortie, vers le flux d'air principal, vers la surface. C'était sa boussole. Elle commença à utiliser cette connaissance pour affiner sa carte mentale. À chaque intersection, elle s'arrêtait, immobile, pendant de longues minutes. Elle tournait lentement sur elle-même, le visage levé, essayant de déterminer la direction du flux d'air. C'était un exercice de patience et de concentration extrême. Parfois, elle humectait son doigt avec sa salive pour le rendre plus sensible au courant d'air, une vieille astuce de son père marin. Elle découvrit que dans certaines galeries, l'air était complètement immobile, stagnant, avec une odeur de renfermé et de méthane plus prononcée. C'étaient des cul-de-sac, des pièges mortels où l'oxygène finirait par s'épuiser. Elle les marqua mentalement d'une croix rouge. Dans d'autres, le courant d'air était plus net, plus frais. C'étaient les artères, les veines de la mine. C'étaient ses chemins d'espoir. Elle commença à comprendre la logique de la ventilation de la mine. Les ingénieurs du passé avaient conçu un système ingénieux pour amener de l'air frais aux niveaux les plus profonds et pour évacuer le redoutable grisou. Il devait y avoir un puits d'entrée d'air principal, le puits de descente, et un puits de sortie, le puits de retour. Son objectif était de trouver l'un de ces deux puits. Le courant d'air était son guide. Elle apprit à lire ces nuances. Un courant d'air régulier et constant indiquait une longue galerie droite et dégagée. Un flux plus turbulent et changeant signalait une intersection, une grande salle ou un obstacle, comme un effondrement partiel qui forçait l'air à se faufiler. Parfois, le courant d'air descendait, l'attirant vers des niveaux inférieurs potentiellement plus dangereux. D'autres fois, il montait, une promesse d'ascension vers la surface. Sa progression devint plus assurée. Elle n'errait plus au hasard. Elle suivait une carte invisible, une carte dessinée par le souffle de la montagne. Sa connaissance de la dynamique des fluides, un sujet qu'elle avait étudié à l'école d'architecture pour concevoir des systèmes de ventilation naturelle dans ses bâtiments, lui revenait avec une clarté surprenante. Elle était en train de faire de la rétro-ingénierie du système de ventilation de la mine, en utilisant son propre corps comme seul capteur. Elle se sentait de moins en moins comme une prisonnière. Elle était une exploratrice, une spéléologue de l'infortune, naviguant dans un monde souterrain non pas par la vue, mais par une compréhension intime des forces invisibles qui le régissaient. Le voyage à travers les entrailles de la mine fut une épreuve de chaque instant, un test constant de sa résilience physique et mentale. Guidée par sa boussole de vent et sa compréhension tactile de la structure, Hélène s'enfonça plus profondément dans le labyrinthe, s'éloignant de la zone de l'effondrement initial. Chaque pas était un pari, chaque galerie un choix lourd de conséquences. Sa cheville enflée la faisait souffrir terriblement, la forçant à boiter et à s'appuyer lourdement contre les murs. La faim et la soif commençaient à la tenailler, un rappel constant de sa vulnérabilité. Elle léchait les parois humides pour recueillir quelques gouttes d'eau chargées de minéraux, un soulagement précaire mais vital. Elle passa par une immense salle où se trouvaient encore les vestiges d'une station de chargement souterraine, avec des wagonnets de charbon rouillés sur leurs rails, des fantômes d'une époque révolue. Ici, le courant d'air se dispersait, devenant presque indétectable, la forçant à passer près d'une heure à tâtonner dans le noir pour retrouver le flux principal. C'est dans une galerie secondaire qu'elle fit une découverte qui faillit la briser. Son pied buta contre quelque chose de mou. En se penchant, ses mains rencontrèrent le tissu d'une combinaison de travail, puis la forme froide et immobile d'un corps humain. C'était Marc, l'un des jeunes ingénieurs. Un peu plus loin, elle trouva Simon. L'effondrement les avait projetés et tués sur le coup. Une vague de chagrin et de culpabilité la submergea. Elle resta là, dans le noir, pleurant silencieusement pour ses jeunes vies perdues. Mais leur mort renforça sa détermination. Elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait survivre, pour eux, pour témoigner. Elle continua, son chagrin se muant en une rage froide contre la montagne. Elle devint plus audacieuse, plus efficace. Elle apprit à se déplacer plus rapidement, son corps s'habituant à l'obscurité, ses autres sens prenant complètement le relais. Elle pouvait maintenant sentir les changements de température qui indiquaient la proximité de grandes masses d'eau ou de zones plus profondes. Elle pouvait entendre la résonance de ses propres pas pour évaluer la taille des galeries. Elle arriva à une intersection complexe, un véritable nœud de plusieurs tunnels partant dans des directions différentes. Le courant d'air principal semblait se diviser. Elle passa un temps précieux à explorer chaque option, marquant son chemin avec des cailloux. L'une des galeries était un piège. Après une centaine de mètres, elle sentit le sol devenir boueux, puis elle entendit le bruit inquiétant d'un écoulement d'eau important. C'était un tunnel inondé. Elle recula précipitamment. Une autre galerie était bloquée par un effondrement plus ancien,
le courant d'air se faufilant à travers une fissure trop petite pour qu'elle puisse passer. Finalement, elle trouva la bonne voie, une galerie ascendante où le courant d'air était plus fort, plus frais, et porteur d'une odeur différente, une odeur de terre humide et de racines, une odeur de vie. Le courant d'air devint son obsession. Il était maintenant beaucoup plus fort, un véritable vent souterrain qui sifflait doucement dans ses oreilles. Il la guidait le long d'une galerie qui montait en pente douce mais constante. Le sol était plus sec ici, et les soutènements en acier étaient plus fréquents, indiquant qu'elle approchait d'une zone importante de la mine. Après ce qui lui parut des heures de marche pénible, la galerie déboucha dans un espace immense. Elle le sentit avant de le comprendre. Le son de sa propre respiration ne revenait plus en écho, absorbé par un volume vide. Le vent tourbillonnait autour d'elle. Elle avança prudemment, ses mains tendues devant elle, et toucha une rambarde en métal, froide et rouillée. Elle la suivit et comprit qu'elle se trouvait sur une passerelle suspendue. En dessous d'elle, il y avait un vide vertigineux. Elle s'agenouilla et laissa tomber un petit caillou. Elle compta les secondes avant d'entendre le faible impact, très, très loin en bas. Elle était au bord d'un puits. Un puits vertical massif. Le courant d'air montait le long des parois de ce puits avec une force considérable. C'était sans aucun doute l'un des puits de ventilation principaux. C'était sa sortie. Mais le puits était une cheminée de plusieurs centaines de mètres de haut, ses parois lisses et glissantes. La passerelle sur laquelle elle se trouvait semblait faire le tour du puits, mais elle ne menait à aucune échelle, aucun escalier. L'ascenseur, bien sûr, était hors service depuis 50 ans, sa cage un squelette rouillé quelque part en bas. Un mur de désespoir la frappa. Avait-elle fait tout ce chemin pour se retrouver face à un obstacle insurmontable? Était-ce la fin de son voyage, un cul-de-sac vertical? Elle refusa de céder. Elle se mit à quatre pattes et commença à explorer la paroi du puits à portée de main. Elle cherchait une faiblesse, une prise, n'importe quoi. Et c'est là que sa connaissance de l'architecture et des infrastructures industrielles lui sauva la vie une fois de plus. Elle savait que de tels puits nécessitaient un entretien. Il devait y avoir un moyen pour les équipes de maintenance de monter et de descendre. Pas une échelle confortable pour les visiteurs, mais une solution fonctionnelle. Ses doigts trouvèrent quelque chose. Une série d'encoches métalliques, espacées d'environ 1 mètre, encastrées directement dans la paroi en béton du puits. Des échelons de service. Corrodés, couverts de décennies de crasse et d'humidité, mais solides. C'était une échelle primitive, dangereuse, qui montait tout droit dans l'obscurité. Ce serait l'ascension la plus dangereuse de sa vie, une escalade verticale dans le noir total, avec une cheville blessée et un corps épuisé. Mais c'était un chemin vers le haut, un chemin vers la vie. La montée fut une épreuve de pure volonté. Chaque échelon était une conquête. Le métal était froid et glissant sous ses mains, la rouille s'effritant sous son poids. Elle devait tester chaque prise avant de s'y fier, tapotant dessus, tirant dessus, s'assurant qu'elle ne céderait pas. La montée était verticale, sans aucune plateforme de repos. L'effort était total, engageant chaque muscle de son corps. Ses bras, déjà fatigués par des jours d'effort, brûlaient. Sa cheville blessée hurlait de douleur à chaque fois qu'elle devait y prendre appui. L'obscurité était son ennemi et son allié. Ennemi, car elle ne pouvait pas voir l'échelon suivant, ne pouvait pas évaluer la distance, ne pouvait que deviner et espérer. Allié, car elle ne pouvait pas voir le vide terrifiant en dessous d'elle, un vide qui aurait pu la paralyser de vertige. Elle grimpa dans une bulle de concentration totale, son monde réduit à la sensation du métal sous ses doigts, au son de sa propre respiration, au rythme de son cœur. Elle comptait les échelons pour ne pas sombrer dans la folie, pour se donner un semblant de progression. 1, 2, 3, jusqu'à 100. Puis elle recommençait. Des heures passèrent. Le temps n'avait plus de sens. Il n'y avait que la montée. À un moment, sa main glissa sur un échelon particulièrement humide. Elle tomba d'une trentaine de centimètres avant que son autre main ne la retienne, son corps se balançant dans le vide, son cœur manquant un battement. Elle resta là, suspendue par un seul bras, le souffle coupé, la terreur la submergeant à nouveau. Elle faillit lâcher prise. Mais l'image de ses enfants, de son mari, lui apparut dans l'obscurité, un phare dans sa nuit. Elle puisa dans des réserves de force qu'elle ne soupçonnait pas, et réussit à se hisser à nouveau sur l'échelle. Elle continua, plus lentement, plus prudemment, chaque mouvement une prière. Le courant d'air devint plus fort, plus frais, et il portait maintenant une nouvelle odeur. Une odeur de pain, d'herbe mouillée, de terre. L'odeur du monde extérieur. Cette odeur fut le plus puissant des stimulants. Elle lui donna une nouvelle énergie. Elle accéléra, ignorant la douleur. Puis, sa main, en cherchant l'échelon suivant, ne rencontra que le vide. Elle leva la tête, et pour la première fois depuis des jours, elle vit quelque chose.
Non pas la lumière, mais une obscurité moins profonde, un gris pâle. Des étoiles. Elle avait atteint le sommet. Avec un dernier effort surhumain, elle se hissa par-dessus le rebord et s'effondra sur un sol couvert d'herbe et de feuilles mortes. Elle était sortie. Elle respira l'air frais de la nuit à plein poumon, un air si pur qu'il lui fit mal. Elle pleura, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il était une douleur. Elle avait lu l'architecture de sa prison, suivi le souffle de la montagne, et avait gravi son chemin vers la vie. Elle était Hélène Vasseur. Elle était une architecte. Et elle avait survécu.